Le contact brûla comme du feu. Richard Sterling ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis une décennie. Un courant électrique parcourant sa colonne vertébrale morte. Ses doigts s'agrippèrent aux accoudoirs du fauteuil roulant tandis qu'il observait le garçon sale devant lui, ce gamin aux yeux immenses qui avait simplement pris sa main en demandant quelques pièces. La sensation disparut aussi vite qu'elle était venue, mais laissa Richard tremblant, le cœur battant de façon désordonnée dans sa poitrine. « Monsieur, vous allez bien ?» La voix du chauffeur, James, résonna depuis le siège avant de la limousine arrêter. Richard ne répondit pas. Ses yeux restèrent fixés sur le garçon qui s'éloignait déjà sur le trottoir, portant une boîte en carton froissée sous le bras. L'enfant ne devait pas avoir plus de 7 ans, vêtu d'un t-shirt déchiré trop grand et d'un pantalon taché de boue. Mais il y avait quelque chose dans ce contact. Quelque chose d'impossible. « James, ramenez-moi ce garçon. Maintenant. » Le chauffeur hésita une seconde avant de sortir de la voiture. Richard observa à travers la vitre teintée pendant que James rejoignait le garçon et se baissait pour lui parler. L'enfant regarda vers la limousine, avec une expression mêlant peur et curiosité. Après quelques secondes, ils revinrent tous deux. La porte s'ouvrit. Le garçon resta sur le trottoir, recroquevillé, visiblement effrayé. « Comment t'appelles-tu » demanda Richard, d'une voix plus rude qu'il ne l'aurait voulu. « Daniel, monsieur. » répondit-il tout bas, presque en chuchotant. « Daniel. Où sont tes parents » Le garçon baissa les yeux. « Ma mère est morte. Je n'ai pas de père. » Richard connaissait ce regard. Cette solitude venue de l'intérieur, celle qu'aucune richesse ne peut combler. Il la portait lui-même chaque jour depuis l'accident qu'il avait cloué à cette maudite chaise. « Monte dans la voiture, Daniel. » Le garçon hésita, puis finit par grimper, s'asseyant sur le bord du siège en cuir comme s'il craignait de le salir. Richard remarqua ses petites mains sales, les ongles rongés, les pieds nus couverts de plaies. « James, rentrons à la maison. » Le manoir Sterling se dressait au sommet d'une colline, entouré de hauts murs et de portails en fer qui s'ouvraient automatiquement. Daniel colla son visage contre la vitre, les yeux écarquillés devant les jardins parfaitement entretenus, les fontaines de marbre et la structure imposante de 3 étages qui s'élevait comme un château moderne. En entrant, Richard remarqua l'expression sur le visage de sa nièce, Catherine. Elle descendait le grand escalier, vêtue d'un tailleur coûteux, ses cheveux blonds relevés en un chignon impeccable. Ses yeux verts se plissèrent en voyant Daniel. « Oncle Richard, qui est cet enfant ?»« Un invité. »« Un invité ?» Catherine descendit les dernières marches à toute vitesse. « Vous avez ramené un mendiant à la maison ?»« Fais attention à tes paroles, Catherine. » Elle croisa les bras, la mâchoire serrée. Richard connaissait cette expression, la même qu'elle arborait chaque fois qu'il discutait de son héritage, des millions qu'elle espérait recevoir à sa mort. Catherine n'avait jamais caché ses intentions. Elle attendait juste le bon moment. « Thomas » appela Richard. « Préparez la chambre d'amis du 2e étage. » L'infirmier apparut dans le couloir latéral, un grand homme aux cheveux noirs et au sourire permanent qui n'atteignait jamais ses yeux. Thomas travaillait pour Richard depuis 3 ans, administrant ses médicaments et l'aidant dans ses séances de kinésithérapie inutiles. Et Richard savait, même s'il n'avait jamais pu le prouver, que Thomas et Catherine entretenaient une sorte d'accord dans l'ombre. « Une chambre ? Pour le garçon » demanda Thomas, échangeant un regard rapide avec Catherine. « Exactement. Et ensuite, amenez-le à la bibliothèque. » Richard fit pivoter son fauteuil vers le couloir, laissant derrière lui les regards furieux de Catherine et Thomas. Il pouvait sentir la tension dans l'air, presque palpable. Il tramait quelque chose, comme toujours. Mais cette fois, Richard avait quelque chose qu'il n'attendait pas. Une possibilité. Une minuscule lueur d'espoir qu'il n'osait pas encore nommer. Dans la bibliothèque, entourée d'étagères en acajou montant jusqu'au plafond, Richard attendit. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il les regardait, se souvenant de la sensation qui avait parcouru son corps lorsque Daniel l'avait touché. Était-ce possible ? Après 10 ans de médecin, de spécialiste, de traitements expérimentaux, de chirurgie inutile, un gamin des rues pouvait-il détenir dans ses mains ce que la science n'avait pas su lui rendre ? La porte s'ouvrit. Daniel entra, propre à présent, vêtu de vêtements que Thomas avait dû lui trouver. Un simple t-shirt blanc et un pantalon de survêtement. Ses cheveux bruns, encore humides, étaient peignés en arrière, révélant un visage délicat aux yeux profonds qui semblait contenir des secrets trop anciens pour un enfant. « Assieds-toi, Daniel. » Le garçon obéit, choisissant un fauteuil près de la cheminée éteinte. Ses pieds nus balançaient sans toucher le sol. « Je vais être direct avec toi. » Richard se pencha en avant. « Quand tu as touché ma main dans la rue, j'ai senti quelque chose.
Quelque chose dans mes jambes. Tu comprends ce que je veux dire? Daniel mordilla sa lèvre inférieure, l'air effrayé. Je ne vais pas te faire de mal. J'ai seulement besoin que tu sois honnête avec moi. Est-ce que cela s'est déjà produit? D'autres personnes ont-elles ressenti quelque chose quand tu les as touchées? Le silence s'étira. Puis, presque imperceptiblement, Daniel hocha la tête. Combien de fois? Je ne sais pas, monsieur. Parfois, quand j'aide Madame Hélène à la boulangerie, elle dit que son dos cesse de lui faire mal. Et monsieur Marcus, au coin de la rue, a dit que sa toux avait disparu après que je l'ai touché. Mais je ne fais rien. Je le jure. Ça arrive, c'est tout. Richard sentit son cœur s'emballer. Daniel, je vais te faire une proposition. Si tu parviens à m'aider à marcher à nouveau, si tu parviens à me guérir, je te promets que je prendrai soin de toi. Je t'adopterai comme mon fils. Tu ne connaîtras plus jamais la faim, tu ne dormiras plus jamais dans la rue. Tu auras tout ce qu'un enfant mérite d'avoir. Les yeux du garçon se remplirent de larmes. Vraiment. Vraiment. Mais j'ai besoin que tu essaies. Tous les jours. Tu peux faire ça pour moi? Daniel descendit du fauteuil et s'approcha de Richard. Sans hésiter, il posa ses petites mains sur les genoux de l'homme. Richard ferma les yeux, se concentrant, essayant de ressentir quoi que ce soit. Et c'était là, faible, mais réel, un picotement remontant le long des cuisses. « Vous sentez quelque chose » demanda Daniel tout bas. « Oui. Oui, je le sens. » Lorsqu'il rouvrit les yeux, Richard vit l'espoir sur le visage du garçon. Un espoir véritable, pur, du genre qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il en avait presque oublié la sensation. À cet instant, quelque chose changea en lui. Ce n'étaient pas seulement ses jambes qui avaient besoin de guérison. La porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement. Catherine entra sans frapper, Thomas sur ses talons. « Oncle, nous devons parler. » « En privé. » Richard soupira. « Daniel, va dîner. La gouvernante Hélène s'occupera de toi. Nous commençons demain. » Le garçon sortit rapidement, lançant un regard inquiet avant de fermer la porte. « Vous avez complètement perdu la tête » explosa Catherine dès qu'ils furent seuls. « Ramener un gamin des rues chez nous? Parler d'adoption? Et ensuite quoi? Vous allez lui laisser votre fortune? Ma fortune m'appartient. J'en fais ce que je veux. » « Oncle Richard, soyez raisonnable, » intervint Thomas d'une voix douce et calculée. « Ce garçon peut être dangereux. Vous ne savez rien de lui. Il peut être malade, il peut voler, il peut... » Assez. Richard leva la main. « Ma décision est prise. Daniel reste. Et si l'un de vous tente de lui faire du mal ou de l'effrayer, je vous garantis que vous le regretterez. » Catherine fit un pas en avant, le visage rouge de colère. « Vous vous laissez manipuler par un enfant. Vous ne voyez pas? Il vous utilise. Sortez. Maintenant. » Les deux échangèrent des regards furieux avant de quitter la bibliothèque. Richard entendit leur voix étouffée de l'autre côté de la porte, en train de comploter, sans aucun doute. Mais il s'en moquait. Pour la première fois depuis 10 ans, il avait quelque chose pour quoi se battre. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Richard regarda ses jambes inutiles sous les couvertures. Il essaya de bouger les orteils, en vain. Comme toujours. Mais le souvenir de ce picotement persistait, une promesse murmurait que peut-être, juste peut-être, l'impossible pouvait devenir réel. De l'autre côté du couloir, dans une chambre qui n'avait pas vu d'invité depuis des années, Daniel s'allongea dans un vrai lit pour la première fois depuis des mois. Ses mains picotaient encore étrangement, comme toujours après avoir aidé quelqu'un. Il ne comprenait pas vraiment, mais sa mère disait souvent qu'il avait un don. « Dieu agit de manière mystérieuse », murmurait-elle avant de dormir, et parfois, il choisit les plus petits pour accomplir les plus grands miracles. Daniel ferma les yeux, serrant sous son oreiller la seule photo qu'il avait d'elle. Demain serait un nouveau jour. Demain, il essaierait d'aider l'homme en fauteuil roulant. Et peut-être, enfin, il aurait à nouveau une famille. Si cette histoire te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser ton like. Tu ne voudras pas manquer la suite. Les séances commencèrent le lendemain matin. Richard se réveilla avant l'aube, chose rare pour quelqu'un qui passait la plupart de ses nuits éveillé, tourmenté par des douleurs fantômes dans des jambes qu'il ne pouvait pas bouger. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, il avait un but. Daniel apparut dans la salle de kinésithérapie à cette heure précise, amené par la gouvernante Hélène, une dame de 60 ans aux yeux bienveillants qui travaillait au manoir depuis plus longtemps que Richard ne pouvait s'en souvenir. Elle était la seule employée qui semblait réellement heureuse de la présence du garçon. « Bonjour, monsieur Sterling », dit Daniel timidement, pas encore habitué au luxe qui l'entourait. « Bonjour, Daniel. Prêt à commencer ?» Le garçon acquiesça,
s'approcha du fauteuil et posa ses mains sur les genoux de Richard, fermant les yeux avec concentration. Richard observa le visage enfantin plissé d'effort, les sourcils froncés, les lèvres serrées. Il y avait quelque chose de pur dans ce moment, quelque chose qui contrastait violemment avec le cynisme qui avait dominé sa vie pendant si longtemps. 5 minutes. 10, 15. Puis cela arriva, un spasme involontaire dans la cuisse droite. Minuscule, presque imperceptible, mais bien là. Richard eut un hoquet de surprise, les yeux écarquillés. « Tu as senti ?» demanda Daniel avec excitation, ouvrant les yeux. « Oui. Ma jambe a bougé. Toute seule. » C'était le premier mouvement spontané en 10 ans. Les jours suivants établirent une routine. Chaque matin, Daniel posait ses mains sur Richard, et chaque matin, quelque chose de petit se produisait. Un picotement plus fort. Un autre spasme. La capacité de contracter un muscle pendant une demi-seconde. De minuscules progrès qui, pour Richard, valaient plus que tout son empire industriel. Mais plus Daniel passait de temps au manoir, plus les tensions devenaient évidentes. Catherine commença à apparaître pendant les séances, toujours avec une excuse. Elle devait parler de documents. Elle avait des questions sur les investissements. Elle voulait discuter de l'entretien de la propriété. Mais ses yeux se posaient toujours sur Daniel avec un éclat de mépris à peine dissimulé. « Oncle, vous croyez vraiment à tout cela ?» demanda-t-elle un matin en observant Daniel travailler. « Au miracle! À un garçon magique qui va vous faire marcher? C'est ridicule. »« Si c'est si ridicule, pourquoi continuez-vous à venir ici ?» répondit Richard sans détourner les yeux de Daniel. Catherine n'eut aucune réponse à cela. Thomas, lui, était plus subtil dans son hostilité. Il saluait Daniel avec de larges sourires, mais ses mains étaient toujours trop rudes lorsqu'il guidait l'enfant dans les couloirs. Ses mots semblaient doux, mais portaient des arêtes tranchantes qu'un enfant de 7 ans ne pouvait pas pleinement comprendre, mais ressentait instinctivement. « Fais attention à ne pas décevoir Monsieur Sterling », murmura Thomas un après-midi en croisant Daniel dans le couloir. « Il n'est pas du genre à pardonner les échecs. » Daniel commença à faire des cauchemars. Richard le découvrit une nuit en entendant des cris venant de la chambre d'amis. Il appela Hélène, qui alla calmer le garçon. Le lendemain matin, il confronta Daniel pendant le petit déjeuner. « Tu vas bien ? Hélène m'a parlé de tes cauchemars. » Daniel jouait avec sa nourriture sans manger. « Juste de mauvais rêves, monsieur. Ce n'est rien. »« Daniel, regarde-moi. » Richard attendit que les yeux bruns se lèvent. « Quelqu'un te menace? Te fait peur ?» Le garçon hésita trop longtemps avant de secouer la tête. Richard n'était pas dupe. Il connaissait assez bien Catherine et Thomas pour savoir de quoi ils étaient capables. Mais sans preuve, sans que Daniel confirme, il ne pouvait rien faire. Il renforça la surveillance discrètement, demandant à Hélène de rester plus près du garçon. Les semaines passèrent. Richard pouvait désormais bouger volontairement les orteils. Il pouvait contracter les muscles de ses mollets pendant quelques secondes. La sensibilité revenait peu à peu, comme la neige qui fond après un long hiver. Son médecin personnel, le docteur Morrison, fut stupéfait lors d'un examen. « Je n'ai aucune explication médicale à cela, Richard. Les dommages à votre colonne étaient permanents. Ce qui se passe ici défie tout ce que j'ai appris en 30 ans de médecine. » « Parfois, la science n'a pas toutes les réponses, » dit Richard, se surprenant lui-même de ses mots. Mais le progrès physique entraîna un autre changement inattendu. Richard recommença à ressentir. Non seulement dans ses jambes, mais dans son cœur. Des décennies d'amertume commencèrent à se fissurer, révélant sous la surface un homme qu'il avait oublié être. Il riait aux histoires que Daniel racontait sur sa vie dans la rue. Il ressentait de la colère face aux injustices que le garçon avait subies. Il pleura pour la première fois depuis des années lorsque Daniel lui montra la photo jaunie de sa mère. « Elle était belle », dit Richard en rendant la photo avec précaution. « C'était la meilleure mère du monde. » Daniel caressa l'image avec respect. Elle disait que je devais utiliser mon don pour aider les gens. Que c'était pour ça que Dieu m'avait fait différent. Ta mère était une femme sage. Vous aviez des enfants. La question prit Richard au dépourvu. Non, je n'ai jamais eu le temps pour une famille. J'étais trop occupé à construire mon empire, à gagner de l'argent, à prouver ma valeur à des gens qui n'en valaient pas la peine. Il fit une pause. C'était une erreur. Mais maintenant, vous m'avez moi, dit Daniel avec un petit sourire. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Richard à cet instant. Oui, maintenant, je t'ai, toi. Pendant ce temps, dans les recoins sombres du manoir, la conspiration s'approfondissait. Catherine et Thomas se retrouvaient tard le soir dans le bureau de celle-ci, parlant à voix basse du problème grandissant que représentait Daniel.
Chaque jour qui passait, chaque petit progrès que faisait Richard, était un clou de plus dans le cercueil de leurs ambitions. Il parle de changer son testament, siffla Catherine en servant du whisky pour eux deux. Je l'ai entendu au téléphone avec l'avocat. Il va tout léguer à ce gamin. Nous ne pouvons pas laisser faire ça, répondit Thomas en faisant tourner son verre entre ses doigts. J'ai travaillé trop longtemps en attendant ma part. Tu m'as promis la moitié de l'héritage à sa mort. Et tu l'auras. Mais nous devons agir vite. Catherine se pencha en avant. J'ai un plan. Dans les jours suivants, de petites choses commencèrent à disparaître dans le manoir. Une montre en or du bureau. Une broche en diamant ayant appartenu à la mère de Richard. Des billets de $50 du tiroir de la cuisine. Rien de trop important pour éveiller immédiatement les soupçons, mais assez pour créer un schéma. Thomas plaça les preuves avec soin. La montre en or au fond du tiroir de Daniel. La broche enroulée dans une chaussette dans son armoire. Les billets cachés dans le livre que Daniel lisait. Catherine attendit le bon moment. Un après-midi pluvieux, alors que Richard était particulièrement joyeux après avoir réussi à fléchir sa cheville pour la première fois, elle frappa. « Oncle Richard, nous devons parler. C'est à propos de Daniel. » Qu'a-t-il fait? Des choses disparaissent dans la maison. Des objets de valeur. De l'argent. Richard fronça les sourcils. Et tu crois que Daniel a quelque chose à voir avec ça? Je ne voulais pas y croire, mais... Catherine marqua une pause dramatique. Thomas a trouvé certaines choses dans sa chambre. C'est absurde. Daniel ne volerait pas. Venez voir par vous-même. Contre son meilleur jugement, Richard suivit Catherine jusqu'à la chambre de Daniel. Thomas était déjà là, tenant la montre en or dans sa main gantée. Elle était dans son tiroir, monsieur Sterling. Désolé de devoir vous montrer cela. Richard sentit le sol vaciller sous lui. Non. Il doit y avoir une explication. Il y en a plus, dit Catherine en ouvrant l'armoire et révélant la broche. Elle prit le livre sur la table de chevet et le secoua jusqu'à ce que les billets tombent au sol. Quelqu'un a mis ça là, dit Richard, mais sa voix sonnait incertaine, même à ses propres oreilles. Quelqu'un essaie de le piéger. Ou bien, dit Thomas doucement, peut-être vous êtes-vous laissé berner par un enfant malin qui a vu une occasion en or. Pardonnez le jeu de mots. Daniel arriva à ce moment-là, s'arrêtant sur le seuil en voyant tout le monde dans sa chambre. Son visage pâlit à la vue des objets éparpillés. « Ce n'est pas moi, dit-il, la voix tremblante. Monsieur Sterling, je jure que je n'ai rien pris. Quelqu'un ment. » Richard voulait le croire. Mon Dieu, comme il le voulait. Mais les preuves étaient là, impossibles à ignorer. Et une voix cruelle en lui, la même voix cynique qui avait dominé sa vie pendant des décennies, murmurait des doutes venimeux. « Daniel, dis la vérité. Tu as pris ces choses? » « Non. Jamais. S'il vous plaît, vous devez me croire. » Catherine croisa les bras, satisfaite. « Voyez, oncle. Il n'arrive même pas à le nier convenablement. »« Ce n'est qu'un enfant, » commença Richard, mais Thomas l'interrompit. « Un enfant qui a grandi dans la rue. Qui a appris à survivre en volant. Monsieur Sterling, je suis désolé, mais c'était inévitable. On ne peut pas effacer la rue d'un garçon aussi facilement. » Les mots frappèrent Richard comme des coups. Il regarda Daniel, les larmes coulant sur ses joues, ses petites mains tremblantes. Une part de lui savait que tout cela était monté de toutes pièces. Mais une autre part, celle blessée et méfiante qui avait érigé des murs pendant si longtemps, commençait à l'emporter. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit finalement Richard en faisant tourner son fauteuil vers la porte. « Daniel, retourne dans ta chambre. Nous parlerons demain. S'il vous plaît, monsieur Sterling. » J'ai dit demain. Le cri résonna dans le couloir. Daniel recula comme s'il avait reçu une gifle, des larmes supplémentaires coulant sur ses joues. Richard sortit sans se retourner, ignorant l'étreinte douloureuse dans sa poitrine qui lui disait qu'il commettait une terrible erreur. Cette nuit-là, seul dans sa bibliothèque, Richard contempla ses jambes. Elles continuaient de s'améliorer, il pouvait le sentir. Mais à quoi cela servait-il, s'il avait perdu quelque chose de bien plus précieux dans le processus? La confiance. La foi. Ce lien humain qui commençait à éclore entre lui et ce garçon. Catherine et Thomas trinquèrent en silence à l'étage inférieur, savourant leur victoire. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Et aucun d'eux n'imaginait à quel point ils avaient sous-estimé Richard et Daniel. Richard ne dormit pas cette nuit-là. Il resta allongé sur le lit, fixant le plafond, repassant chaque moment depuis que Daniel était entré dans sa vie. Le premier contact dans la rue. Le picotement impossible dans ses jambes mortes. Les progrès quotidiens qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Mais surtout,
Il se souvenait des yeux du garçon, cette pureté, cette honnêteté brute qui ne pouvait être feinte. À 5 heures du matin, il prit une décision. Il appela James, son chauffeur, lui demandant de faire quelque chose qu'il ne lui avait jamais demandé auparavant. Puis il s'habilla seul pour la première fois depuis des années. Un processus douloureux et lent, mais nécessaire. Il y avait des choses qu'il devait découvrir par lui-même. Lorsque le soleil se leva, Richard était déjà dans la bibliothèque, entouré de papiers. Relevés bancaires. Registre d'achat. Mouvements financiers de tous les habitants de la maison. Si quelqu'un volait, il laisserait des traces. Et Richard n'avait pas bâti un empire de millions sans savoir suivre la piste de l'argent. Hélène apparut à 7 heures avec du café, le trouvant encore penché sur ses documents. « Monsieur Sterling, vous n'avez pas dormi. »« Hélène, j'ai besoin de vous poser une question. Et j'ai besoin d'une honnêteté totale. » Richard la fixa. « Que pensez-vous de Daniel ?» La gouvernante n'hésita pas, c'est un bon enfant. Avec un cœur pur. Il n'a pas de malice en lui. Vous pensez qu'il serait capable de voler? Non, monsieur. Absolument pas, Hélène s'approcha. Et si vous me permettez, je ne crois pas non plus que vous y croyez vraiment. Richard poussa un long soupir. Non, je n'y crois pas. Mais les preuves. Les preuves peuvent être fabriquées. Surtout par ceux qui ont beaucoup à perdre. Les mots d'Hélène résonnèrent comme l'écho de ce que Richard soupçonnait déjà. Il hocha la tête, la remercia et retourna à ses documents. Il y avait quelque chose là, enfoui dans les chiffres et les dates. Il devait simplement le trouver. Pendant ce temps, à l'étage, Daniel n'était pas sorti de sa chambre depuis la veille au soir. Il était assis sur le lit, les genoux contre la poitrine, les yeux rouges et gonflés d'avoir trop pleuré. Toute sa vie n'avait été qu'une succession de pertes. D'abord son père qu'il n'avait jamais connu, puis sa mère, le seul foyer qu'il ait jamais eu. Et maintenant, alors qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui lui avait promis de prendre soin de lui, cela aussi lui échappait. Il ne comprenait pas pourquoi les gens faisaient de mauvaises choses et accusaient les autres. Sa mère lui avait appris que la vérité triomphait toujours à la fin. Mais si ce n'était pas le cas? Et si personne ne le croyait? Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Hélène entra, portant un plateau avec le petit déjeuner. « J'ai apporté des crêpes. Tes préférées. » Daniel n'avait pas faim, mais la gentillesse de la vieille dame le fit pleurer de nouveau. « Merci, Madame Hélène. » Elle s'assit au bord du lit, lui caressant les cheveux. « Ne baisse pas les bras, mon garçon. La vérité trouve toujours un moyen de se révéler. Et si Monsieur Sterling ne me croit pas? Et s'il me renvoie? Alors ce sera la plus grande erreur de sa vie. Mais je ne pense pas que cela arrivera. » Hélène serra sa main. « Je sais que c'est difficile, mais garde la foi. Les choses vont s'arranger. » Après son départ, Daniel regarda par la fenêtre le vaste jardin en contrebas. Il vit Thomas marcher rapidement vers le fond de la propriété, jetant des regards autour de lui comme pour vérifier s'il était observé. Quelque chose dans son comportement sembla étrange. Dans le bureau de Catherine, la tension était également palpable. « Il n'a toujours pas chassé le garçon », grommela Catherine au téléphone. « Cela fait plus de 12 heures. Pourquoi met-il autant de temps ?» De l'autre côté de la ligne, son avocate personnelle répondit avec prudence. « Catherine, êtes-vous certaine de ce plan? Si votre oncle découvre que vous avez monté tout ça. » Il ne le découvrira pas. Les preuves sont solides. Thomas s'en est assuré. Et si l'enfant parle? S'il parvient à convaincre Richard de son innocence? C'est la parole d'un gamin des rues contre des preuves matérielles. Mon oncle devient sentimental, mais il n'est pas idiot. Catherine raccrocha, mais ses mains tremblaient légèrement. Le silence prolongé de Richard la rendait nerveuse. Elle ignorait que, 3 étages plus bas, Richard venait de découvrir quelque chose d'intéressant. Au cours des 2 derniers mois, depuis l'arrivée de Daniel, il y avait eu 5 retraits d'argent du compte personnel de Thomas. De petites sommes, 300 ici, 500 là, mais le schéma était clair, toujours dans les semaines précédant la disparition des objets. Et il y avait plus encore, des échanges de messages entre Thomas et Catherine, que James avait pu récupérer du téléphone professionnel fourni par la maison. Nous devons agir vite. Il s'attache de plus en plus au garçon. Je prépare tout. Encore quelques jours. Les messages dataient de 3 semaines plus tôt. La colère monta en Richard, brûlante. Non seulement à cause de la conspiration, mais parce qu'il avait douté de Daniel, ne serait-ce qu'un instant. Ce garçon innocent, qui ne voulait qu'aider, qu'aimer, et qu'il avait presque abandonné à cause de mensonges. Mais ce n'était pas le moment d'agir impulsivement. Catherine et Thomas étaient intelligents. Il avait besoin de preuves irréfutables. Il prit le téléphone et fit un appel. « Détective Morrison, ici Richard Sterling.
J'ai besoin de vos services. » Discrètement. Dans les jours qui suivirent, Richard garda ses distances avec Daniel, bien que chaque heure fût une torture. Il le voyait dans les couloirs, les épaules affaissées, le visage triste, et voulait le prendre dans ses bras, lui demander pardon. Mais il ne le pouvait pas. Pas encore. Catherine et Thomas devaient croire que leur plan avait réussi. Le détective privé travaillait dans l'ombre. Des caméras furent installées secrètement. Des conversations furent enregistrées. Les mouvements bancaires furent suivis. Et lentement, méthodiquement, la vérité entière commença à émerger. Thomas avait des dettes de jeu s'élevant à 50 000 $. Catherine faisait l'objet d'un chantage de la part de son ex-mari et avait désespérément besoin d'argent. Ensemble, ils avaient prévu non seulement d'incriminer Daniel, mais aussi d'accélérer la mort de Richard par une overdose soigneusement administrée de ses médicaments. Lorsque Richard vit les preuves compilées par le détective, il sentit la nausée le gagner. Des gens en qui il avait eu confiance, qu'il avait accueillis chez lui, complotaient littéralement pour le tuer. « Nous avons assez de preuves pour une arrestation », dit le détective Morrison. « Quand voulez-vous que j'appelle la police ? » « Pas encore. Je veux le faire à ma manière. » Richard passa la nuit à planifier. Ce ne serait pas seulement la justice, ce serait une leçon. Et elle serait publique. Le lendemain matin, il convoqua une réunion d'urgence. Tous les employés de la maison devaient être présents dans le grand salon. Catherine et Thomas arrivèrent confiants, imaginant que Richard allait enfin annoncer l'expulsion de Daniel. Daniel fut le dernier à entrer, accompagné par Hélène. Il gardait les yeux baissés, refusant de croiser le regard de Richard. « Merci à tous d'être venus », commença Richard, sa chaise roulante placée au centre de la pièce. « J'ai convoqué cette réunion pour traiter d'un sujet grave, des vols dans la maison. » Catherine et Thomas échangèrent un regard de satisfaction contenu. Comme vous le savez, des objets de valeur ont disparu. De l'argent a été volé. Et des preuves ont été trouvées point en vert. Richard marqua une pause dramatique. Une conspiration entre deux employés corrompus. La satisfaction sur leur visage s'évanouit instantanément. « Oncle, de quoi parlez-vous ? » ? « Je parle de toi, Catherine. Et de toi, Thomas. » Richard fit un signe de tête, et James entra avec un ordinateur portable. « J'aimerais que tout le monde voie ceci. » Sur l'écran, des enregistrements audio commencèrent à jouer, des conversations entre Catherine et Thomas planifiant la machination contre Daniel. Puis vinrent les relevés bancaires, montrant les retraits suspects. Enfin, la preuve la plus accablante, une vidéo de Thomas plaçant la montre en or dans le tiroir de Daniel. Un silence de mort tomba sur la salle. « Vous avez 30 secondes pour quitter ma propriété avant que j'appelle la police, » dit Richard d'une voix glaciale. « Et soyez sûr que je vous poursuivrai tous deux pour fraude, conspiration et tentative d'homicide. » « Oui, Thomas, je sais pour le plan d'overdose médicamenteuse. » Thomas pâlit. Catherine voulut parler, mais aucun son ne sortit. 20 secondes. Ils se précipitèrent tous deux vers la porte, se bousculant dans leur fuite. Le bruit de leurs pas résonna dans les couloirs avant de disparaître complètement. Richard regarda enfin Daniel. Le garçon avait les larmes aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. « Daniel, viens ici. » L'enfant traversa lentement la pièce. Lorsqu'il fut près de lui, Richard tendit les bras. « Je suis désolé. Vraiment désolé. Un instant, j'ai laissé le doute l'emporter. J'ai laissé des gens mauvais me faire douter de mon cœur. » Richard prit les petites mains de Daniel. « Tu me pardonnes. » Daniel hocha la tête, pleurant ouvertement maintenant, et Richard le serra dans ses bras. C'était leur première étreinte, et la plus significative. « Finissons ce que nous avons commencé, » murmura Richard. « Prouvons que les miracles existent. Ensemble. » À cet instant, alors qu'il tenait Daniel, Richard sentit quelque chose d'extraordinaire se produire. Ses jambes, qui avaient régressé pendant les jours de séparation, commencèrent à picoter intensément. Plus fort que jamais. Comme si la reconnexion émotionnelle entre eux amplifiait le pouvoir de guérison du garçon. La vérité avait triomphé. Mais le voyage de guérison, physique et spirituelle, ne faisait que commencer. 3 semaines plus tard, Richard était debout. Pas complètement seul. Ses mains s'agrippaient aux barres parallèles de la salle de physiothérapie, ses bras tremblaient sous l'effort. Mais ses jambes que les médecins avaient déclarées mortes à jamais, supportaient son poids. Des larmes coulaient sur son visage, tandis que Daniel l'observait avec un sourire éclatant. « Tu peux faire un pas ?» demanda l'enfant avec espoir. Richard essaya. Son pied droit se traîna de quelques centimètres vers l'avant. Une douleur aiguë parcourut sa colonne, mais c'était la douleur de muscles qui travaillaient, de nerfs qui se réveillaient.
C'était la plus belle douleur qu'il eût jamais ressentie. J'ai réussi, Altateil. J'ai fait un pas. Hélène, qui observait depuis la porte, porta les mains à son visage, pleurant de joie. James s'applaudit discrètement depuis le coin de la pièce. C'était un miracle qui se déroulait sous leurs yeux, lent et douloureux, mais indéniablement réel. Mais tout n'était pas célébration. Ce même après-midi, alors que Richard se reposait après la séance épuisante, le téléphone sonna. C'était son avocat, porteur de nouvelles inquiétantes. « Richard, Catherine vous poursuit. Elle prétend avoir été licenciée injustement et diffamée. Et ce n'est pas tout, elle a engagé un avocat très agressif. Il réclame 5 millions de compensation et une part de l'héritage. Sur quelle base? Ils prétendent que vous étiez mentalement incapable lorsque vous l'avez renvoyé. Que le garçon vous a manipulé psychologiquement. Ils ont un psychiatre prêt à témoigner que les personnes en situation de vulnérabilité physique sont facilement influençables. » Richard serra le téléphone avec force. C'est absurde. Peut-être, mais le juge a accepté l'affaire. L'audience est dans 2 semaines. Après avoir raccroché, Richard resta à regarder par la fenêtre. Catherine n'avait pas abandonné. Elle contre-attaquait, et cette fois avec la loi de son côté. Si elle gagnait, elle pourrait remettre en question toutes ses décisions récentes, y compris ses plans d'adoption de Daniel. Il ne pouvait pas le permettre. Durant la semaine suivante, Richard travailla sur 2 fronts. Le jour, il poursuivait ses séances avec Daniel, forçant ses muscles atrophiés à se souvenir de leurs fonctions. La nuit, il rencontrait ses avocats, élaborant une défense solide. Mais un problème croissant demeurait sous silence. Daniel s'affaiblissait. Hélène s'en rendit compte la première. Le garçon était pâle, avec de profondes cernes sous les yeux. Il dormait plus qu'avant. Ses mains tremblaient après les séances de guérison. C'était comme si le pouvoir qui émanait de lui coûtait quelque chose, drainait sa propre force vitale. « Daniel, tu vas bien ?» demanda Richard un matin, remarquant que le garçon n'avait presque pas touché à son café. « Juste fatigué, monsieur Sterling. »« Appelle-moi Richard. Tu te souviens ?» Il étudia le visage du garçon. « Peut-être devrions-nous faire une pause quelques jours. Te laisser te reposer. »« Non !» s'exclama Daniel soudainement animé. « Il ne reste que quelques jours avant l'audience. Tu dois pouvoir marcher. Tu dois montrer à cette femme méchante que tu vas bien. Que je ne t'ai pas manipulé. Daniel, ta santé est plus importante. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. C'est la seule chose que je sais bien faire. » Richard vit la détermination dans les yeux du garçon et n'eut pas le cœur de refuser. Mais il renforça la surveillance, demandant à Hélène de garder Daniel constamment à l'œil. Les jours passèrent en préparation de l'audience. Richard s'entraînait à marcher en secret dans les couloirs vides tard le soir, déterminé à entrer dans ce tribunal sur ses propres jambes. Chaque pas était une conquête, chaque mètre parcouru sans fauteuil une victoire contre l'impossible. Enfin, le jour du procès arriva. Richard entra dans la salle d'audience sur son fauteuil roulant, Daniel assis à ses côtés, vêtu d'un petit costume qu'Hélène avait acheté spécialement pour l'occasion. La salle était pleine, journalistes, curieux, gens attirés par l'histoire du milliardaire et du garçon miraculeux. Catherine était assise de l'autre côté, aux côtés de son avocat, un homme en costume gris à l'expression prédatrice. Elle lança un regard de pur mépris à Daniel, qui se recroquevilla instinctivement plus près de Richard. « Tout ira bien, » murmura Richard. « Je ne laisserai rien t'arriver. » Le juge entra, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et à l'expression sévère. Après les formalités, l'avocat de Catherine se leva. « Votre honneur, ma cliente a été injustement renvoyée de son foyer et diffamée publiquement par un homme qui, en raison de son état de faiblesse et de son isolement, est devenu victime de manipulations psychologiques. Ce garçon, dit-il en pointant dramatiquement Daniel, a profité de la vulnérabilité de M. Sterling, lui promettant des miracles de guérison afin d'accéder à la fortune familiale. »« Objection !» s'écria l'avocat de Richard. « Aucune preuve de manipulation. En revanche, des preuves claires de conspiration et de tentative de fraude de la part de Madame Catherine. Ce que ma cliente soutient avoir été fabriqué par M. Sterling lui-même, dans son état mental compromis. » Le débat dura des heures. Les témoins furent appelés. Le docteur Morrison, le médecin de Richard, témoigna des améliorations impossibles de son état. Le psychiatre de Catherine parla de la susceptibilité des patients isolés. Hélène parla du caractère de Daniel. Un détective privé, engagé par Catherine, tenta de suggérer que le garçon avait un passé de petit larcin dans la rue. Daniel regardait tout cela, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. C'était comme si toute sa vie, toutes ses erreurs et ses souffrances,
était exposé et déformé devant des inconnus. Puis vint le moment crucial. L'avocat de Catherine demanda que Richard soit examiné par un médecin indépendant, la même dans le tribunal, afin de prouver qu'il n'y avait pas d'amélioration réelle. Richard accepta. Le médecin, un neurologue respecté, l'examina publiquement. Il testa les réflexes, la sensibilité, le tonus musculaire. Son expression demeura indéchiffrable. « Docteur, » demanda finalement le juge, « quelle est votre évaluation ?»« Votre honneur, je peux confirmer que le patient présente des améliorations significatives qui ne correspondent pas à son dossier médical. Il y a une sensibilité là où il ne devrait pas y en avoir. Un tonus musculaire dans des jambes qui étaient atrophiées. Cela n'est pas compatible avec sa lésion initiale. » L'avocat de Catherine sourit triomphalement. « Impossible, n'est-ce pas? Il doit donc y avoir erreur ou exagération. »« Je n'ai pas dit que c'était impossible, » interrompit le médecin. « J'ai dit que ce n'était pas explicable par la médecine conventionnelle. Mais les améliorations sont réelles et mesurables. » Le sourire de Catherine vacilla. Richard regarda Daniel, vit l'espoir renaître dans ses yeux, et prit la décision la plus risquée de sa vie. « Votre honneur, j'aimerais présenter une dernière preuve. » Le juge acquiesça. « Allez-y. » Richard inspira profondément. Il posa les mains sur les accoudoirs du fauteuil. Et commença à se lever. Le silence dans la salle était absolu. Chaque personne retenait son souffle en voyant Richard Sterling, paralysé depuis 10 ans, se redresser lentement de son fauteuil roulant. Ses jambes tremblaient violemment. La sueur perlait sur son visage. Mais il était debout. Puis, incroyablement, il fit un pas. Puis un autre. Vacillant, s'appuyant brièvement sur la table, mais marchant. Il traversa les 3 mètres qui le séparaient de Daniel. Le garçon se leva d'un bond, des larmes de joie au visage. Richard posa ses mains sur les épaules de l'enfant, à la fois pour se soutenir et pour se relier à lui. « Ce garçon ne m'a pas manipulé, » déclara Richard, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Il m'a sauvé. Pas seulement mes jambes, mais mon âme. Et quiconque tentera de me le retirer devra m'affronter. » Debout. La salle explosa en murmures. Catherine était pâle, choquée. Son avocat tenta de protester, mais le juge frappa de son marteau. Silence. Silence dans la salle. Quand le calme revint, le juge se pencha en avant, étudiant Richard et Daniel avec attention. « Monsieur Sterling, vous me dites que ce garçon est responsable de votre rétablissement. »« Oui, votre honneur. Je ne sais ni comment ni pourquoi. Mais depuis que Daniel est entré dans ma vie, l'impossible est devenu possible. » Le juge resta silencieux un long moment. Puis il se tourna vers l'avocat de Catherine. « Maître, votre affaire reposait sur la présomption que votre cliente avait été renvoyée par un homme mentalement inapte. L'homme que je vois devant moi me semble parfaitement capable. En vérité, il vient d'accomplir quelque chose qu'aucun médecin ne croyait possible. Souhaitez-vous reconsidérer ?» L'avocat échangea un regard désespéré avec Catherine. « Votre honneur, nous demandons une suspension pour consulter notre cliente. » Refusé. Votre cliente a un choix simple. Retirer sa plainte maintenant ou faire face à des contre-accusations de tentative de fraude. Catherine se leva brusquement. Je retire la plainte. Très sage. Le juge frappa de nouveau son marteau. Affaire classée. Monsieur Sterling, je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre fils. Richard sourit, les larmes aux yeux. Mon fils. Oui, c'est mon fils. Daniel serra Richard si fort qu'il manqua de le faire tomber. Mais Richard resta debout, serrant l'enfant à son tour, ressentant quelque chose qu'il n'avait plus connu depuis des décennies, une vraie famille. Alors qu'ils quittaient le tribunal, Catherine les regardait de loin, vaincue et seule. Elle avait tout misé et tout perdu. Richard ne se retourna pas. 6 mois plus tard, Richard marchait sans aide. Pas parfaitement. Il y avait des jours où la douleur revenait, des moments où il devait utiliser une canne. Mais c'étaient ses propres jambes qui le portaient, ses propres muscles qui répondaient aux ordres de son cerveau. L'impossible était devenu quotidien. Le manoir était différent maintenant. Les rideaux, restés fermés pendant des années, étaient ouverts, laissant la lumière du soleil inonder chaque pièce. Des rires d'enfants résonnaient dans les couloirs où auparavant il n'y avait que du silence. Car Richard n'avait pas gardé sa seconde chance pour lui seul. « Combien d'inscriptions avons-nous cette semaine ?» demanda-t-il à Hélène, qui servait désormais de coordinatrice du nouveau projet. 23 familles souhaitant adopter. Et 15 enfants en attente de placement. Hélène sourit en ajustant ses lunettes. Le Centre Espérance fait une réelle différence. Richard regarda par la fenêtre du bureau,
observant Daniel jouer dans le jardin avec 6 autres enfants qui vivaient désormais temporairement sur la propriété. Le manoir était devenu un foyer d'accueil, un endroit où des enfants des rues trouvaient refuge, nourriture, éducation et, surtout, amour, en attendant qu'on leur trouve des familles convenables. C'était l'idée de Daniel. « Tu as eu de la chance de me trouver », avait dit le garçon quelques semaines après le procès. « Mais il y a tellement d'autres enfants dehors qui n'ont personne. On ne pourrait pas les aider aussi ?» Et ainsi naquit le Centre Espérance, financé par la fortune de Richard et guidé par le cœur de Daniel. Des assistants sociaux, des psychologues, des professeurs, tous travaillaient ensemble pour offrir aux enfants abandonnés une chance d'avenir digne. Richard descendit lentement les escaliers, savourant chaque pas, chaque mouvement qu'il aurait jugé inimaginable un an auparavant. Il trouva Daniel dans la cuisine, aidant une des plus jeunes, une fillette de 5 ans nommée Emma, à faire des biscuits avec Hélène. « Puis-je voler mon fils quelques minutes ?» demanda Richard avec un sourire. Le mot « fils » sonnait encore magique. L'adoption avait été finalisée 3 mois plus tôt, lors d'une cérémonie simple mais profondément émouvante. Daniel était désormais légalement Daniel Sterling, avec tous les droits et le nom de famille qui allait avec. « Bien sûr », dit Daniel en s'essuyant les mains sur le tablier. « Qu'y a-t-il ? J'ai une surprise. Viens avec moi. » Ils marchèrent ensemble jusqu'au garage, où James les attendait à côté d'une voiture recouverte d'une bâche. D'un geste théâtral, le chauffeur la retira, révélant un SUV bleu tout neuf. « C'est à nous ?» demanda Daniel, les yeux écarquillés. « C'est à toi. Enfin, ce sera à toi dans 10 ans quand tu pourras conduire. » Richard rit devant l'expression confuse du garçon. « Mais aujourd'hui, nous allons l'utiliser pour un voyage spécial. Prends ton sac à dos. Nous allons rendre visite à quelqu'un. » 1 heure plus tard, il se tenait devant un cimetière paisible à la périphérie de la ville. Daniel comprit immédiatement et son expression s'adoucit. « Tu as découvert où elle était ?» « Oui. » Richard prit la main du garçon, tandis qu'il marchait entre les pierres tombales modestes. Ils s'arrêtèrent enfin devant une simple plaque. « Maria Santos, mère bien-aimée, repose en paix. » Daniel s'agenouilla, déposant les fleurs qu'il avait apportées sur l'herbe. Ses mains tremblaient légèrement. « Salut, maman, » murmura-t-il. « Désolé de ne pas être venu plus tôt. Je ne savais pas où tu étais. » Les larmes commencèrent à couler. « Mais j'ai de bonnes nouvelles. J'ai trouvé une famille. Un vrai père. Il est gentil, maman. Tu l'aimerais. » Richard s'agenouilla à côté de Daniel, ignorant la douleur dans ses genoux. « Maria, je sais que nous ne pouvons pas nous connaître, mais je te promets de prendre soin de ton fils comme s'il était de mon propre sang. En réalité, il est encore plus que cela. Il m'a rendu quelque chose que je croyais perdu pour toujours. Le but, l'espérance, l'amour. J'honorerai ta mémoire en veillant à ce que Daniel ait la vie que tu rêvais pour lui. » Ils restèrent là longtemps, en silence, laissant le vent porter leurs mots et leurs larmes. Quand ils se relevèrent enfin, Daniel serra Richard dans ses bras. « Merci de m'avoir trouvé. D'avoir cru en moi. Merci de m'avoir sauvé, » répondit Richard en embrassant le sommet de sa tête. De retour au manoir, une autre surprise les attendait. James avait apporté le courrier, dont une enveloppe officielle portant le sceau du gouvernement. Richard l'ouvrit, lut rapidement, et un immense sourire illumina son visage. « Daniel, tu te souviens de cette demande que nous avions faite il y a quelques mois? À propos du Centre Espérance pour qu'il devienne une organisation officielle. Elle vient d'être approuvée. Nous sommes maintenant officiellement une institution à but non lucratif reconnue par l'État. Et mieux encore, nous recevrons un financement public pour étendre le programme. » Daniel sauta de joie. « Ça veut dire qu'on pourra aider encore plus d'enfants. » « Beaucoup plus. Je pense ouvrir un autre centre en ville. Et ensuite un autre. Peut-être qu'un jour, nous aurons des centres Espérance dans tout le pays. » Ce soir-là, pendant le dîner avec tous les enfants de la maison, Richard observa la scène autour de lui. Conversations animées, rires sincères, repas partagés dans la joie. C'était ça, une famille. Pas parfaite, pas traditionnelle, mais réelle et pleine d'amour. Son téléphone vibra. Un message de son avocat, Catherine a quitté la ville. Procédure de faillite approuvée. Elle a tout perdu. Richard regarda le message un moment, puis le supprima sans répondre. Catherine avait fait ses choix et devait en assumer les conséquences. Il ne ressentait ni colère, ni satisfaction devant sa chute. Juste de l'indifférence. Elle n'avait plus aucun pouvoir sur sa vie ou son bonheur. Plus tard, lorsque tous les enfants dormaient, Richard et Daniel s'assirent ensemble sur la véranda, regardant les étoiles. « Tu sais que ton don spécial est en train de disparaître, n'est-ce pas ?»
dit doucement Richard. Daniel hocha la tête. Je sais. Je ne ressens plus ce picotement dans mes mains. Après que Richard eut complètement retrouvé sa mobilité, le pouvoir de guérison de Daniel diminua progressivement jusqu'à disparaître totalement. Comme s'il avait accompli sa mission. Ça te manque? Demanda Richard. Parfois. Mais peut-être que c'était quelque chose que je devais avoir seulement un moment. Pour te trouver. Pour qu'on se trouve. Daniel posa sa tête sur l'épaule de Richard. Ma mère disait que les miracles arrivent quand on en a besoin. Ensuite, on redevient des gens normaux. Mais les gens normaux peuvent aussi faire des choses incroyables. Ta mère était très sage. Elle disait aussi que la famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui restent à tes côtés quand tout est difficile. Ceux qui choisissent de t'aimer chaque jour. Richard sentit les larmes lui monter aux yeux. Je te choisis, Daniel. Tous les jours, pour toujours. Moi aussi je te choisis, papa. Le mot papa était encore nouveau, mais chaque fois que Daniel l'utilisait, quelque chose en Richard guérissait un peu plus. Des blessures invisibles, des cicatrices profondes accumulées pendant des décennies. L'amour d'un enfant, pur et inconditionnel, s'était révélé être le plus grand miracle de tous. Les années passeraient. Daniel grandirait, étudierait la médecine et consacrerait sa vie à aider les autres. Le Centre Espérance s'étendrait à 15 villes, aidant des milliers d'enfants à trouver des foyers aimants. Richard vivrait jusqu'à 87 ans, toujours actif, toujours reconnaissant pour chaque pas qu'il faisait. Mais tout avait commencé ce jour-là, dans la rue, quand un milliardaire amer en fauteuil roulant et un garçon des rues sans rien s'étaient rencontrés. Un simple contact. Une connexion impossible. Une transformation qui avait changé 2 vies à jamais. La véritable leçon ne portait pas sur la guérison miraculeuse des jambes. Elle parlait de guérir les cœurs. De comprendre que parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Que la véritable richesse ne réside pas dans les comptes bancaires, mais dans ceux que nous choisissons d'appeler famille. Et que l'amour, au fond, est le seul miracle dont nous ayons vraiment besoin. Assis sur cette véranda, père et fils sous un ciel étoilé, Richard et Daniel savaient que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils sauraient toujours l'un l'autre. Et c'était bien plus que suffisant. C'était tout. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que les miracles arrivent quand nous ouvrons nos cœurs à l'amour. Partagez ce message et répandez l'espérance autour de vous. À la prochaine histoire.